à tous, Nicolas Doménac, Éric Zemmour, ils se disputent encore et toujours sur iTélé. Au sommaire, vous reprendrez bien un peu de Le Pen. Marine s'apprête à succéder à son père, plus fréquentable, plus populaire. Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle le vent en poupe? Jusqu'où peut-elle aller? C'est le débat du week-end. Dynastie à l'extrême droite, Dallas au PS. Trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres. Le calendrier des candidatures aux primaires divise encore. Il est le nouvel ambianceur de l'UMP, pas de tabou, sans complexe, jamais à court de débat. Ça vous rappelle quelqu'un? Dans cette dispute aujourd'hui, analyse de la droite copée. Et puis combien de morts pour réagir? Après 3 semaines d'émeutes en Tunisie, la France a fini par critiquer. Prudence ou lâcheté? On se posera la question. Bonjour à tous les deux. Une page de l'histoire politique se tourne donc ce week-end au FN. Houston, Jean-Marie Le Pen est prêt pour le décollage. J'ai le sentiment positif d'avoir été la première fusée, n'est-ce pas? Le premier étage d'une fusée qui va en propulser une deuxième qui, je l'espère, atteindra son but. Avec Marine Le Pen à l'intérieur. Marine Le Pen, c'est politiquement la fille de son père? Ah, oui. D'abord. Ouais, ce serait difficile de nier. Hein. De toute façon, il y a à la fois le stock d'idées lepénistes porté par une blondeur plus fraîche, plus light, d'apparence. En tout cas, ça c'est clair. C'est une aventure de ce point de vue-là qui fait vibrer et vendre les médias, puisque au fond, les questions d'héritage, va-t-elle tuer le père, prolonge-t-elle le père? C'est notre fantasme monarchique pour voilà, tout. c'est extraordinaire là, de ce point de vue-là. Alors là-dessus, on sera d'accord avec Éric Zemmour. Je pense d'ailleurs aussi sur son succès, sur certaines raisons, on sera d'accord, sur d'autres pas du tout. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Là où on sera d'accord. Le sondage de Marianne. Oui, le sondage de Marianne. 17-18. Je veux dire, c'est quand même. C'est exceptionnel. Tu es d'accord, Nicolas? Un an et demi avant la présidentielle. Son père avait moitié moins. Ah bah son père, oui, moitié ça, moitié. Et puis quand il avait ça, son père, c'était dans les derniers jours avant le premier tour. C'est ça. Et alors évidemment, ça n'a que valeur indicative, mais de ce point de vue-là, quand même, c'est un signe très intéressant. Alors, on doit évidemment mettre ça en relation ou en correspondance avec ce qui se passe dans d'autres pays européens frappés par la crise et aussi en recherche, au fond, de solutions que n'offrent pas ni les technocraties de gauche ni les technocraties de droite et bouc émissarisation de l'immigration. Ça, c'est un point d'explication. Là, on sera peut-être d'accord là-dessus. Non, on sera pas bouc émissarisation. Bon, pas sur ce point. Justement, on va y revenir. Mais donc, je vais. On sera peut-être d'accord aussi sur la mise en cause de la gauche qui, au fond, paye très cher son mépris du peuple et des problèmes du peuple. On est d'accord là-dessus. On sera moins d'accord on va régler sur la gauche et abandonner le peuple. On est d'accord là-dessus. C'est déjà ça. Mais on sera moins d'accord sur la droite, d'abord, à savoir que la droite, au fond, avec ses débats épouvantables mélangeant identité nationale, islam, immigration. Ça, c'est le premier point. Et je termine pour qu'il puisse répondre en bloc, si vous le permettez. Ensuite, je pense qu'on a assisté à une évolution idéologique très importante, où d'un côté se sont aggravés et accentués tous ceux qui dénoncent et stigmatisent le populisme dès qu'on soulève des questions, et de l'autre, à une espèce d'efflorescence de tout, au fond, les intellectuels, des intellectuels aux yeux de biche et à la pensée rhinocéros. C'est-à-dire, maintenant, dominent sur les plateaux, au fond, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Yvan Rioufol, Robert Ménard. On les entend, mais partout, avec des propos, alors, pour côté desquels, ceux de Le Pen, alors, je dis sur les plateaux, parce que quand vous lisez Éric Zemmour, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus profond. Mais au fond, cette conjonction, ce tambourin, ce tambour, ces grands orchestre médiatique de tous ces intellectuels-là ont modifié la donne complètement. Alors Éric? Il a l'air surpris. Non, pas du tout. Non, mais il y a du vrai, il a dit lui-même, sur lequel, donc je vais passer je voudrais dire très vite. Premièrement, Le Pen, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement la conséquence. D'abord, un type qui a une grande carrière politique et qui est très expérimenté, un homme de la 4e République, faut jamais oublier. Et c'est à partir de 83 le virage de la gauche au nom de l'Europe, la gauche abandonnant le peuple et le social au nom de la gauche, la droite abandonnant la nation au nom de l'Europe aussi et au nom de la finance, du capitalisme mondialisé, etc. Et donc on a tout un électorat populaire qui va vers le Front National parce qu'il ne veut ni voter pour la droite ni voter pour la gauche. Maintenant, les faiblesses de Le Pen, c'était qu'il était l'héritier d'une histoire des battus.
battu de la guerre d'Algérie, et qu'il gérait son parti pour sauvegarder l'unité d'une extrême droite toujours balkanisée dans l'histoire de l'extrême droite, comme un président du Conseil de la 4e, c'est-à-dire qu'il donnait à manger, entre guillemets, idéologiquement, à chacune de ses composantes, les révisionnistes, mais aussi les gaullistes, etc., etc. La fille n'est pas du tout dans cet ordre-là. D'abord parce qu'elle n'a pas, paradoxalement, la culture littéraire et historique de son père, qui lui permet de ne pas connaître certains des débats du passé et donc de balancer ça aux oubliettes. Et surtout, et c'est là qu'on ne sera pas d'accord, c'est parce que je pense que le grand débat d'aujourd'hui, c'est le débat de la mondialisation. C'est pour ça que je l'ai repris sur la bouc émissarisation de l'islam et des immigrés, parce que je pense que c'est dans un contexte beaucoup plus global de crise de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai déjà dit ici, c'est la liberté des capitaux, des marchandises et aussi des hommes qui provoque ce grand maelstrom, ce grand tremblement de nos sociétés. J'ai déjà expliqué ça 100 fois et je finis. Parce que Nicolas a dit à juste titre que c'est dans toute l'Europe, il y a le problème de l'islam, qui n'est pas un bouc émissarisation, c'est que simplement cette religion est une religion qui, je l'ai déjà dit aussi, prend en compte tous les éléments de la société et qui pose un problème existentiel à une société française qui repose sur la laïcité, la séparation du public et du privé, de l'État et de la religion, etc. Voilà, il y a dans le livre, je finis là-dessus, il y a dans le remarqué, hein, je t'ai laissé. Il y a dans le livre de Jean-Pierre Chevènement qui vient de sortir, d'abord toute cette analyse-là sur l'abandon de la droite et de la gauche, et il dit à un moment, la France, l'universalisme français s'est toujours opposé aux structures holistes. Les structures holistes, ça veut dire la primauté du groupe sur l'individu. Il évoque la philosophie allemande de la fin du 19e et il évoque l'islam aujourd'hui. Voilà, c'est le problème de fond. Et Chevènement n'est pas coupable de bouc émissarisation. Non, mais vite, Nicolas, parce qu'après la différence qu'il y a entre nous, et même avec Chevènement et quelques autres, c'est que au fond, on ne fait pas référence aux mêmes histoires de France, si j'ose dire, à la même vocation de la France et au même universalisme français. Et que ce que je reproche à Éric, en particulier, mais aussi à tous ceux qui se sont engouffrés derrière lui avec des simplismes beaucoup plus graves, c'est que au fond, il y a une France qui est une France d'ouverture, une France de générosité, une France qui livre un message et qui n'existe comme France qu'à travers ce message-là, et qui est un message de grandeur, alors que je lui reproche au fond d'être, comme beaucoup, d'être sur le repli, sur l'égoïsme, sur une France épuisée, sur une France qui n'aurait pas les capacités d'intégration dont elle a su faire preuve à travers son histoire. Alors, ce que je voudrais dire simplement sur Marine Le Pen, parce qu'on ne l'a pas fini, c'est que du coup, elle a pris le positionnement laïque et républicain que de nouveau, la droite et la gauche lui ont abandonné. C'est très important parce que tout un électorat populaire et même un peu de classe moyenne peut la suivre là-dessus. C'est ce qui explique ces bons sondages. Alors le FN rêve dans 21 avril à l'envers, ce qui voudrait dire que pas forcément Marine Le Pen, à si elle est la l'envers. candidate, serait face à un Mais pas PS. forcément à l'envers. Alors, si... On peut avoir le PS 3e. Bien sûr. Merci. Non, mais c'est un risque qui est envisagé maintenant. Je veux dire, puisque vous avez, pardon, Mais juste d'autant qu'au PS, on a du mal à savoir et à choisir, un candidat. On le voit avec le calendrier des primaires. 13 juillet, dépôt des candidatures. Trop tard pour les uns, trop tôt pour les autres. DSK, on sait, directeur du FMI jusqu'en octobre. Est-ce que Martine Aubry a voulu barrer la route à Dominique Strauss-Kahn ? Je ne sais pas si ces calculs aussi subtils sont effectivement ceux qu'on décrit. J'en suis pas sûr. Je crois qu'elle a voulu avoir une position d'arbitre, garder, éviter que Ségolène Royal on oublie claque toujours la qu'ils sont porte. toujours dans leur jeu de parti. Ils sont dans leur jeu de courant. C'est la machine à perdre qui est lancée ? Moi, je crois qu'il y a un élément de cela, parce qu'ils ont, et ça on en a parlé à quelques reprises avec Éric Zemmour, ils n'ont pas intégré cette élection présidentielle qui implique, au fond, de s'inspirer de ce pays, de vivre ce pays. Ça ne se regarde pas des hublots d'un avion. C'est pas comme ça qu'on devient candidat à la présidence de la République. C'est par les pieds. Je veux dire, Sarkozy, il a pris le pays par les pieds, Mitterrand aussi, Chirac aussi. Je veux dire, ils sont donc ça, c'est un point important. Et s'ils continuent, alors que de fait, on voit bien que la primaire, elle a lieu dans les sondages, elle a eu lieu. Et du coup, ça nous laisse un parti qui n'a plus de message, c'est un parti sans tête. Et je termine en disant 17-18% pour Marine Le Pen, avec une Martine Aubry à 20, 21, 22. Je veux dire, c'est à quelque encablure, c'est à rien. Il y a un peu de vent plus dans les voiles de Marine, et ma foi, tout est possible. D'accord là-dessus, Eric ? Le PS a
renouer, c'est très intéressant historiquement d'ailleurs, comme quoi il y a des profondeurs historiques et partisanes, à renouer avec le socialisme municipal, c'est-à-dire qu'ils ne sont bons que dans les élections locales. Et ces primaires sont d'abord, c'est une esbrouffe, parce qu'en vérité, ce sont les sondages qui vont décider, et si Strauss-Kahn se décide, c'est fini, il n'y a plus de primaire, tout ça est réglé. Donc tout ça est une esbrouffe monumentale, et en plus, ça va leur faire perdre le peu de crédibilité qu'ils gardent. Donc je trouve ça assez intéressant. Quand on songe à tout ce qu'ils n'ont pas dit depuis des semaines et des semaines, je veux dire, tous ces points sur lesquels on les attend, on les espère, où la démocratie elle-même aurait besoin de leur avis, que ce soit sur le marché, ses limites, sur le protectionnisme, sur l'Europe, sur le monde. C'est un scandale ce qu'ils font. Vous êtes d'accord là-dessus, alors on avance. Attention, toute ressemblance avec un personnage de droite existant est une pure coïncidence, regardez. Déjà, être conservateur, c'est mort. Donc je vous le dis, vous en aurez partout des conservateurs, y compris dans notre famille politique, c'est vendu avec. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. C'est pas toujours simple, vous l'avez encore vu là ces derniers jours, sur ces 2 débats qui sont, quelle horreur, parler des 35 heures et de la fonction publique. Ouh là là, bon, on va le faire, je suis désolé, on va le faire. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller sur les de me sentir interdit de lancer des débats. Il balance sur François Fillon, sans le nommer, bouscule, lance des débats, se présente comme un agitateur d'idées, quitte à bousculer dans son propre camp. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? C'est le Sarkozy de 2017, Jean-François Copé ? Moi, je dirais pas ça tout à fait comme ça. Il y a des similitudes, et d'ailleurs, il étudie au plus près les comportements sarkozystes pour soit éviter les erreurs, soit reproduire ce qui avait pu lui réussir. Et effectivement, il y a dans son culot, dans son toupet, il y a quelque chose, même s'il est un peu chauve, il y a quelque chose qui effectivement peut faire penser à Sarkozy. Mais je trouve que il y avait chez Sarkozy des côtés de gauche que Sarkozy cultivait soigneusement et que Jean-François Copé oublie à part un mot dans sa ville. Il y a plus de ce. Je termine. Il y en avait. On y reviendra si tu veux. Mais chez Copé, c'est quand même étrange. Je trouve qu'il fait partie de cette droite. Il y a 2 façons d'être à genoux devant l'Allemagne. Il y a la façon de Zemmour, au fond, qui est devant cette puissance complètement mythifiée. Pas du tout. Et il y a la façon Copé et toute cette droite qui considère qu'il n'y a que ce modèle-là et qu'on doit y sacrifier absolument et qu'il faut imiter tout ce qu'elle fait. Alors, ça a un avantage pour Sarkozy parce que ça le mettra en position d'arbitre. Il peut, comme ça, renvoyer Copé au coin dès que celui-ci va nous proposer de supprimer les congés payés pendant qu'il y est, ou d'autres fariboles de ce genre. Mais je pense que c'est, pour la droite, en tout cas, c'est une vraie interrogation. Est-ce qu'elle va se laisser emmener vers, au fond, ce que je ressens comme une mise en cause radicale du modèle social français. Est-ce qu'il rend service d'ailleurs à son parti avant les élections ? C'est ce que j'allais vous dire. On peut s'interroger. Moi, je le fais depuis le début. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi il prend un parti en 2011 en disant qu'il veut être candidat en 2017 et faire la réélection de 2012, alors que, logiquement, au bout de 10 ans de Sarkozy, les gens voudront changer. Donc il y a une contradiction là. Et il est en train à mes yeux, de régler cette contradiction. C'est-à-dire que en montant des débats comme ça, qu'il sait très bien qui vont irriter beaucoup de gens, je me demande s'il ne fait pas le pari de la défaite de Sarkozy en 2012, s'il n'essaye pas de le précipiter vers la défaite en 2012 en faisant semblant de le soutenir par des débats mirifiques. Parce que lui, victoire ou défaite de Nicolas Sarkozy, il sera gagnant quoi qu'il arrive, Jean-François Copé, après cette élection ? Moi, je crois pas. Non, parce que je partage pas cette analyse. Parce que si jamais à l'UMP on partage mon analyse de plus en plus, après la défaite de Sarkozy, il peut le payer. Beaucoup de gens suivent Éric Zemmour sur ce raisonnement et donc n'ont pas compris pourquoi Nicolas Sarkozy a placé quelqu'un qui veut sa perte. Balladur lui avait conseillé de ne pas le faire. Moi, je crois pas à ce raisonnement-là parce que c'est le raisonnement à qui gagne. Enfin, c'est toujours des trucs compliqués. Il faut être beaucoup plus simple. Et je pense qu'il serait emporté par un naufrage de Nicolas Sarkozy. C'est le risque, c'est vrai. Mais le parti basculerait à ce moment-là. Ce parti basculerait soit dans les mains de François Fillon, soit même dans celle de Xavier Bertrand, qui a effectué un travail de terrain. Enfin bon, en tout cas, qui pourrait prétendre ou faire une alliance avec François Fillon. Peu importe. En tout cas, il y aurait suffisamment de monde pour lui reprocher d'avoir poignardé le président de la République et d'avoir dont tiré le tapis. Il est le meilleur ennemi de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, Jean-François Copé ? Oh non. Je dirais pas ça. Non. Je vois une manœuvre machiavélienne. Je peux me tromper, mais le meilleur ennemi, non.
Sarko dit lui-même depuis longtemps que son meilleur ennemi, c'est lui-même. Et ça, il n'a pas tort. Et puis là, en plus, il y a la crise. On ne va pas refaire ce débat. Mais 3 semaines, c'est le temps qu'aura mis le gouvernement pour dire ça. Donc nous suivons de près ce qui se passe en Tunisie. En même temps, la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires de la Tunisie. Alors qu'il y a quelques jours, sur la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a eu une réaction extrêmement ferme. On a un petit peu du mal à comprendre. Je pense que là qu'on peut comprendre ça. Ouais. D'abord, le phénomène était quand même saisissant, de voir tous ces responsables gouvernementaux faire assaut de lâcheté et de couardise, eux, les représentants d'un pays des droits de l'homme, devant ce qui se passait en Tunisie. Je veux dire, c'était terrible, ces morts qu'on avait, ces violences policières, avec ces feuilletons d'ailleurs à la télévision tunisienne pendant ce temps, cette espèce de surréalisme. Et on passait à un autre surréalisme en France, chez nous, avec une ministre des Affaires étrangères qui nous expliquait que c'était un conflit de jeunes qui voulaient du travail, ou bien dont les dérapages ne s'expliquaient que par des fautes de maintien de l'ordre qui seraient corrigées quand nos forces iraient expliquer aux forces tunisiennes comment se conduire. C'était absolument hallucinant, alors que même la grande muette, l'Europe, expliquait que c'était intolérable, et que les États-Unis, eux, donnaient des leçons qui ont porté. C'est l'influence des États-Unis qui a contribué à faire bouger les choses. C'est absolument pas la France qui a été ridicule. Alors pourquoi ? C'est effectivement parce qu'on considère que l'État laïque est un rempart contre l'islam, et blablabla. Sauf que les dérives sanglantes de l'absence du déni de démocratie sont bien plus les fourriers de l'islamisme qu'une dictature aussi au point de vue économique forte, parce que Ben Ali a fait des progrès sur le plan économique, ça c'est incontestable, ou même sur les questions des femmes. Mais sur l'absence des libertés, c'était vraiment ce qui pouvait se passer de pire. Et je terminerai en disant, je passe la parole à Eric, qu'au fond, là on était dans Nicolas Sarkozy s'était mis dans les pas de ses prédécesseurs, et que quand il est allé dire en avril 2008 la Tunisie fait des progrès sur la tolérance, c'était après Chirac, c'était après Mitterrand, et qu'on a eu une responsabilité dramatique sur ce qui s'est passé. le plus juste dans tout ce qu'il a dit, c'est blablabla. Parce que je suis désolé, je conviens d'avance que la lutte contre l'islamisme est instrumentalisée par la corruption et la cupidité sans nom de la belle famille de Ben Ali. Je préfère le dire d'avance parce qu'au moins c'est réglé. Mais il n'empêche, c'est pas parce qu'on utilise quelque chose que ça n'existe pas. C'est toujours la même discussion depuis 10 ans. Depuis même 79, depuis la révolution iranienne, on découvre que dans tout le monde arabo-musulman, si on pratique des élections vraiment démocratiques, ce sont partout les islamistes qui gagnent. C'est un fait. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais justement, la preuve par 9, justement, de ce que je dis, c'est que même en Tunisie, parce que tu as raison, la Tunisie est le pays le plus avancé, le plus cultivé, le plus éduqué, le plus moderne, le plus libérale, le plus francisé, très absolument une classe moyenne brillante, intelligente et avec des femmes formidables. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Mais ce qui te prouve la gravité du mal. Donc je pense que les Français ne sont pas lâches. Ils savent ça et ils essayent de ménager la chèvre et le chou et c'est pas facile. Merci beaucoup à tous les deux. L'info revient dans un instant sur iTélé.